Tous très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Le DH20 c'est terminé, les previews aussi. On peut enfin respirer du côté de chez Dunk Hebdo et se concentrer un peu sur les matchs, sur le terrain. Et aujourd'hui, focus sur les équipes en difficulté. On va parler des franchises qui ont un début un petit peu difficile, qui déçoivent. Donc on va éviter les cancres prévisibles. Thunder, Rockets, Magic, c'est Pistons. Pistons dont on a un représentant ici qui, malgré le début de saison difficile, à le sourire, à cause de quoi 19 minutes de Cade Cunningham. Comment ça va, Elias? Exactement, ça suffit à mon bonheur. Bah écoute, ça va plutôt pas mal. On a essayé de regarder quelques matchs, pas mal de matchs, et on est quand même sur la base de l'épisode le plus risqué de la saison, c'est-à-dire celui où finalement l'échantillon est trop faible pour pouvoir en tirer des conclusions, mais on va s'essayer à l'exercice. Vrai risque. De mémoire, on essaye souvent de parler de 4-5 équipes, on se trompe sur une ou deux, mais de manière assez violente. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu son épisode phare, son cœur de métier. On parle des mauvaises équipes. C'est Madiane. Comment ça va, Madiane? Eh ben ça va, mais en vrai, j'ai commencé la saison par changer mes habitudes et j'ai dû préparer cet épisode et là, tout y est passé là. Tout y est passé. Parce que vous verrez, on va parler de différents types d'équipes qui déçoivent. Il y a des équipes qui déçoivent, qu'on voyait très très haut, qui ont des petits retards à l'allumage. Et on va parler de deux équipes en particulier qui patinent sévère. Vous pouvez peut-être deviner de qui on va parler, parce que ce sont des équipes qui sont à la dernière place de leurs conférences respectives. On en parlera, j'en parlerai après la pause. On va se baser sur les attentes de début de saison. On va essayer de pas fantasmer ce qu'on attendait autour de ces équipes-là. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et également sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Si c'est Apple Podcast, 5 étoiles, nous suivre sur YouTube pour voir. On n'a pas de casquette, il n'y a pas Adrien là, on est plutôt là, c'est plutôt la couleur qui fait. On a chacun une couleur différente. On a tous le chauffage chez nous en fait. Il y a un double suite. Exactement. On peut noter double suite. On peut noter double. Je suis toujours en suite, mais pas aujourd'hui. On aurait pu faire le triple suite raté. Et bien du coup, on marque une petite pause et puis on se retrouve tout de suite. Ce week-end, donc, nos fabuleux CM, Antoine et Gabin, qu'on salue, vous ont demandé qui était la pire équipe de la NBA. Alors, on a eu beaucoup de réponses qui nous ont cité les 4 équipes dont j'ai parlé précédemment, Thunder, Rockets, Magic, Pistons, et on a eu une avalanche de Pélicans. Les Pelicans qui affichent un bilan de une petite victoire pour 6 défaites. Pour rappel, ESPN les annonçait 10e de la conférence Ouest avec un bilan de 39,5 victoires, les fameux over-under. On s'approchait donc du bilan équilibré. On en est très loin. Ilias, qu'est-ce qui se passe du côté des Pélicans? Bah, j'ai l'impression que sur le début de saison, tu as la conséquence de beaucoup de choix qui ont été faits il y a maintenant quelques saisons, notamment au moment de l'intronisation de David Griffin, qui était un peu arrivé en grande pompe de Cleveland, vu qu'il était parti de là-bas dans des circonstances un petit peu chaotiques. Le voir arriver en fait avec le pédigré d'un GM qui avait bâti quelque chose sur la fin de l'ère LeBron James, il avait quand même un certain crédit à son actif, et au-delà du crédit qu'il avait, il a eu les 3-7 au jackpot, à peine arrivé, sa star qui demande son trade voit, on va dire, son départ totalement facilité par le fait d'obtenir le first pick avec Zion. De là s'ensuit évidemment donc une reconstruction classique sur la base de la draft de Zion, mais il y a énormément de mauvais choix qui sont faits à ce même moment, et successivement en fait on va voir que au-delà de la draft de Jackson Hayes, au-delà de la non-prolongation de joueurs comme Lonzo Ball, on va dire, on en parlera peut-être aussi, mais de l'hygiène de vie de Zion Williamson, il y avait plusieurs choses qui étaient facilement identifiables dans le jeu des Pelicans, au-delà du manque d'expérience qui était tout à fait logique pour une équipe en reconstruction, c'est qu'elle avait besoin de tir et de défense. Cette année, les joueurs que tu as perdus en avaient, et ceux que tu as recrutés en ont pas. Donc, à la rigueur, si tu dois un peu, essayer d'échantillonner le truc, tu peux voir un peu de shoot en Devonte Graham, un peu de défense en Garrett Temple, mais finalement, où est-ce que ça te mène tout ça? En l'absence de Zion, on va dire ce qu'on voit depuis le début de saison, une équipe absolument pas structurée, qui par moment même n'a pas l'impression en fait de comprendre des systèmes offensifs et surtout défensifs, parce qu'en plus elle ne fait pas les efforts. Le portrait est au vitriol, mais on va dire qu'il est quand même, il ressemble beaucoup à ce qu'on a vu. Il faut savoir qu'on a un petit
PTSD. Alors ceux qui disent qu'on parle comme Van Damme, ils vont aider. Syndrome post-traumatique avec ce qu'on a vu des Pelicans globalement. Donc c'est un peu notre thérapie de groupe là. Il faut qu'on en parle de ce qu'on a vu des Pelicans. Et j'aime bien ce que tu as dit. Ilias, c'est vrai sur l'âge des joueurs. Si on exclut donc Jonas Valanciunas qui joue énormément, on va en parler, c'est une partie du problème. On a énormément de responsabilités sur des joueurs de moins de 25 ans, de Herb Jones qui est leur rookie du second tour. Déjà starter un rookie du second tour 25 minutes, on peut se demander si ça indique pas beaucoup de choses. On a du Trey Murphy, Kira Lewis, enfin bref, beaucoup de jeunes joueurs qui ont beaucoup de responsabilités. Madiane, est-ce que c'est pas en partie ce qui pose problème à l'heure actuelle? C'est-à-dire que on n'a pas Zion, on va y revenir, c'est un peu, voilà, c'est le point important, mais on a aussi des jeunes joueurs qui sont des prospects à l'heure actuelle et pas des joueurs NBA. Oui, clairement. Et moi, je parlerai un peu plus largement de leur défense après, mais moi, j'aimerais d'abord me concentrer sur l'attaque. L'attaque, en fait, leur offensive rating n'est pas si mauvais parce que bah, ils ont des joueurs qui peuvent shooter, ils ont Jonas Valanciunas qui peut apporter des points. Sur le papier, on regarde les stats de ce qu'est leur attaque, on se dit bon, ça va, etc. Mais en fait, non. Moi, je pense qu'elle est à la base de pas mal de problèmes qu'ils ont, c'est-à-dire que leur jeu est pas très bon. C'est-à-dire que ça ne joue pas bien, que du coup ces joueurs-là qui sont très jeunes bah, font des erreurs, c'est normal, que ces erreurs se payent très souvent en perte de balles, que derrière bah, ces pertes de balles c'est des points faciles pour l'adversaire, et en fait c'est leur defensive rating qui illustre beaucoup plus leurs difficultés en attaque. C'est-à-dire que leurs difficultés en attaque font que leur jeu est pas super léché, que derrière il y a des erreurs et qu'ils prennent c'est une des pires équipes sur les points en contre-attaque et sur les points après perte de balle. C'est vraiment, ils sont au sommet dans ces deux aspects-là. Et c'est très significatif, non pas d'un mauvais niveau défensif global, quoique il y a des choses très suspectes en défense, mais d'un très mauvais niveau en attaque. Et cette inexpérience qu'ils vont avoir au sein de leurs joueurs, ben, c'est des erreurs qu'on voit en fait sur tous les matchs et qui font que ça va pas aller. Moi je tempère beaucoup du coup le fait qu'il n'y a pas Zion. Zion va leur apporter énormément. Clairement, un Zion en forme, c'est vraiment. Moi, je l'ai rentré dans mon dé adjoint, donc un Zion en forme physique, on en reparlera, peut apporter énormément, mais il manque d'un meneur et, capable en fait titulaire, vraiment titulaire en NBA, capable de porter cette balle. C'est pas Graham qui va faire ça. C'est clairement pas le jeu de Devontae Graham et Lonzo Ball avait l'avantage d'apporter un niveau. Tom parle souvent de guard play, donc vraiment de jeu de meneur de jeu en quelque sorte. Il manque de ça. Il manque de ça et c'est pas ce que va apporter Zion. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on peut se dire bon, si Zion revient, ça va peut-être aller mieux. Sur cet aspect-là, je suis pas convaincu et c'est ce qui m'inquiète d'autant plus quand j'analyse cette équipe. Il manque de liant. C'est assez dramatique. On a l'impression qu'ils récitent tous leur partition un peu dans leur coin. Sur attaque placée, c'est assez cataclysmique pour être honnête. C'est-à-dire qu'on voit clairement l'option Brandon Ingram qui, alors Brandon Ingram ne brille peut-être pas par son efficacité, mais je trouve que dans le marasme actuel est plutôt digne. On parlera d'un Valanciunas aussi. C'est assez symptomatique que leur seule victoire soit face à Minnesota. C'est un match où ils courent beaucoup. Le premier carton contre Atlanta, où il domine Atlanta parce qu'Atlanta ne met pas un shoot, il court beaucoup. C'est une équipe qui, dès qu'elle court, est en capacité de mettre des points. Pourquoi ? Parce que sur attaque placée, je vous rejoins parfaitement. Là, tu payes les choix qui ont été faits. Il n'y a pas de meneur, en fait. Il n'y a pas de personne capable de dicter le tempo. Et c'est assez dramatique parce que non seulement ils n'en ont pas un, mais la plupart des joueurs autour ne sont pas des joueurs qui sont connus pour leur capacité de passe. Donc, ce qui fait que c'est une équipe qui est extrêmement dépendante du rendement de deux joueurs de 2,5, de Brandon Ingram, de Jonas Valanciunas et parfois de Devontae Graham qui a eu quelques coups de chaud. Là où, selon moi, Devontae Graham, c'est une acquisition assez intéressante, il n'est pas intéressant dans ce qu'il offre actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de plus de joueurs qui passent, etc. Et ce qui me fait très peur, les gars, et je te relancerai, Ilias, c'est qu'ils sont complètement dépendants de Jonas Valanciunas à l'heure actuelle. Alors ils perdent, mais Valanciunas fait des cartons à 20 et quelques. Valanciunas est à 34 minutes de moyenne chez eux actuellement. Il n'a jamais tourné à plus de 28 en carrière. Ils font jouer un pivot de plus de 30 ans qui est un peu à l'ancienne, 34 minutes par match, parce que quand Valanciunas ne joue pas, leur offensive rating est à 91. Ils ne mettent pas un point.
Et là, Tout est-ce à qu'on fait. voit... Vas-y. Tout à fait. Et en fait, ça, est-ce que c'est pas finalement la résultante de ce choix qui a été fait, donc de ne pas conserver Lonzo Ball, avec peut-être l'idée de faire en sorte que Zion devienne leur porteur de balle principal, parce qu'on a Mhm. vu par séquence l'année dernière que il pouvait initier de l'attaque et ça aurait normalement tendance à mettre un peu plus à l'aise des shooters type Graham, type Ingram et autres, parce que d'autres sont capables aussi de shooter. Mais maintenant, Zion n'est pas là. Dès l'instant où en fait tu l'as exclu de l'équation, il y a ce qu'on a face à nous depuis maintenant quelques matchs et en fait tu as l'impression que personne n'est capable de prendre le relais, mais c'est vrai et c'est important de le souligner, Brandon Ingram fait son travail. Et ça, c'est déjà un premier élément, mais finalement, Brandon Ingram, il va lui manquer aussi quoi, ce petit supplément d'âme, ce côté un peu leadership. Et tu peux pas non plus demander à Willie Green de devenir d'un coup Tom Thibodeau ou je ne sais quel Mhm. coach qui pourrait immédiatement imprimer son identité. Déjà parce que l'effectif est trop jeune, et deuxièmement parce que finalement, t'as pas les joueurs qui pourraient te permettre de l'imprimer. Donc, tout découle en fait de cette absence de Zion qui est en fait dramatique à tous les niveaux. Totalement. Faut ajouter sur ce point-là, je te rejoins parfaitement. Ingram fait un bon début de saison, mais on voit bien dans les schémas défensifs adverses, et je vais te relancer, Madiane, il terrifie pas en fait, Ingram. C'est-à-dire que les équipes en face se disent on peut subir des systèmes réfléchis pour Ingram. On sait qu'Ingram peut en mettre 25-30 avec un degré d'efficacité moindre, même s'il a des moves et qu'on voit que c'est un joueur qui travaille. Et moi, je trouve qu'il y a une progression quasi linéaire ce joueur-là. C'est plutôt encourageant. Tu sais que de toute façon, tu en auras peut-être 25 d'Ingram, 25 de Valanciunas. Tu en as 50. Si on joue au fameux jeu de l'addition, il t'en faut 110, 115. Tu les trouves où les 60 autres? C'est ça qui est difficile. Et moi qui avais beaucoup regardé ces équipes un peu dramatiques dans le même genre, les Knicks, il y a 2, 3 saisons qui avaient pas de guard play, ça m'y a vraiment fait penser. Avec pas de guard play et des mecs qui peuvent mettre des points dans leur coin, mais du coup, enfin, on les laisse faire parce que c'est pas ça qui pose problème. Et moi je trouve ça terriblement gênant d'avoir misé sa reconstruction sur un éventuel Zion porteur de balle parce que ce sera pas d'un niveau suffisant à mes yeux. Enfin, Zion, c'est pas la qualité que je mettrais en avant. Alors, ok, il peut le faire, ok, c'est Et possible. surtout, qui prend le relais, Madiane? Mm. Et en fait, qui prend le relais, mais moi je vois des séquences où notre ami Nickel Alexander Walker qui prend des responsabilités en main, mais il a pas le niveau pour faire ça. 15 tirs par match. Non, mais il y a un moment, il y a un moment très très clé où vraiment il rend, enfin il se lance dans la raquette. Il y a Taj Gibson qui est là et va quand même essayer de mettre sur les lèvres. Il se fait contrer, mais c'est dramatique pour lui. Hein. Vraiment, tu vois le compte, mais tu le vois venir à des kilomètres. Tu te dis jamais de la vie tu peux tenter ce tir. Le mec l'attend. Hein, Taj Gibson, c'est pas le dernier des abrutis. Il l'attendait là et c'est pas son niveau en fait. C'est quelqu'un qui peut apporter. Il est pas si nul, mais on lui fait porter à lui des responsabilités qui sont déconnantes à ce niveau-là. Et ça, c'est le reflet du guard play manquant, c'est-à-dire que lui, il peut un peu, mais pas avec un haut niveau d'efficacité. Et donc, ils sont coincés. Je trouve vraiment que la construction de l'équipe est mauvaise et il y a beaucoup trop de joueurs. Du coup, c'est des draftés il y a 1, 2 ou voire 3 saisons qui jouent beaucoup et tu ne peux pas, par l'accumulation de joueurs draftés, réussir à passer des paliers collectifs. On l'avait bien vu notamment à un certain moment, l'année où Atlanta avait drafté 3 fois au premier tour. Ils sont cataclysmiques. Tout rayon qu'il y avait, le collectif était pas bon parce que les jeunes faisaient des erreurs et c'est normal. Donc moi je suis. Si l'objectif cette année c'était de gagner des matchs, la construction ne reflète pas cette ambition-là. Et ça me dérange beaucoup, je trouve, c'est dans cette équipe. Il y a d'autres péchés de jeunesse qu'on peut voir. Il y a des replis défensifs, vraiment. Hein. Vous regardez les replis défensifs des Pélicans. Il y a des moments, c'est extrêmement suspect et c'est très très dérangeant. Il y a un aspect un peu redondant aussi dans beaucoup des profils qu'ils ont de jeunes joueurs, c'est-à-dire que il y a beaucoup qui vont se concentrer sur les postes 2, 3, 4. Moi, je suis assez atterré, les gars, j'ai parlé de Valanciunas.
ils n'ont pas de backup pivot. C'est-à-dire qu'ils ne font pas jouer, Willie Green ne fait pas jouer son homonyme, Willie Hernan Gomez. Il est rentré, je crois, une fois pour un rebond dans un des matchs, mais il a joué que quelques secondes. Et il joue Jackson Hayes qui est... je m'étais jamais vraiment penché de manière détaillée sur le cas de Jackson Hayes. Je l'ai vu jouer, c'est extrêmement compliqué. C'est un joueur qui est dans sa 3e année, qui a eu des problèmes hors terrain en plus pendant cette intersaison, qui n'a pas le niveau pour être dans une rotation NBA à l'heure actuelle. Je le trouve largué en défense, il est très très mou. Alors que globalement, on est très critique les gars, mais je trouve qu'on peut au moins leur dire, c'est une équipe qui se bat. C'est-à-dire qu'on voit dans beaucoup de matchs, je pense au match contre les Kings, où ils sont à la rue 2 minutes avant, ils sont à -8, Devonte Graham met 2 shoots, ils se battent. Ils se battent dans beaucoup de matchs, ils ont peut-être pas le talent, mais ils se battent. Mais je trouve que Jackson Hayes est un peu à contre-courant. Je trouve vraiment, c'est un joueur qui a été drafté en loterie, c'est assez dramatique le niveau de jeu affiché. Mais ils se sabordent eux-mêmes parfois dans les matchs. C'est ça qui est vraiment très navrant, c'est que des fois, pareil, j'ai regardé 2 heures avant le podcast New York, ils sont en train de revenir, c'est formidable. Il y a 3 possessions de suite où ça va pas, du tout défensivement sur attaque placée. 3 fois la même séquence avec RJ Barrett, il leur met un shoot à 3 points, une passe décisive à Taj Gibson, puis ensuite un autre shoot sur la même séquence. C'est-à-dire que la défense a été naïve 3 fois de suite différemment. Et vraiment, quand tu te fais ravoir en continu par la même séquence, c'est que tu n'apprends pas tes erreurs. C'est-à-dire que la première fois, ils passent en dessous de l'écran, bah ils shootent, du coup ils prennent un 3 points. Ils essaient de passer au-dessus, de forcer, ils insistent, sauf qu'en fait ils réussissent à récupérer la balle sur un end-off avec Taj Gibson. Il part au cercle, ils vont à 2 sur lui, personne couvre Taj Gibson dans le dos. Enfin, c'est vraiment, ils se disent, ils essaient de forcer là où ils ont pris le point la fois d'avant, mais du coup, évidemment que le gars d'en face, il est au courant et qu'il va jouer une autre séquence. Et c'est terriblement naïf de jouer comme ça. C'est vraiment des erreurs, Et c'est de la comme tu le naïveté. disais aussi, Ben, c'est que tu cibles facilement voilà, quels sont les seuls et uniques dangers des Pelicans en la personne de Valanciunas qui joue peut-être beaucoup trop et Ingram qui en plus a raté un match. Est-ce que l'on se rend compte que tout ce qui a été depuis le début concerne aussi en fait la présence du 5 majeur sur le terrain? C'est-à-dire que dès l'instant où tes rotations elles commencent à se mettre en place et que ta seconde unit elle commence à rentrer en action, mais là c'est même des blitz en fait qui apparaissent et bah forcément dès l'instant où tu as créé un delta négatif, bah t'es sans cesse à la traîne et finalement les Pelicans bien souvent en fait ils ont tendance à courir derrière le score. Et ils ont l'un des pires bench, hein. Ça on n'en a pas parlé, mais leur banc, leur C'est plus-minus est à cataclysmique. moins 4,5 pour un banc. Leur banc est pas bon. Et je me suis fait une réflexion à un moment quand je les ai vus jouer, je me suis fait, ils peuvent pas jouer. Il y a des minutes où, pour une raison qui m'échappe, Willie Green ne stagger pas, on est obligé d'utiliser l'anglais, c'est-à-dire ne jongle pas entre Ingram et Valanciunas. Il y a un moment où il y avait ni Ingram ni Valanciunas. Je me suis dit, c'est probablement un des pires 5 qui peut être aligné en NBA pour une équipe, encore une fois, qui se veut compétitive. Encore une fois, moi, je les exclus du groupe des 4 dont on a parlé avant, parce que les 4 avant, ils sont clairement en phase de reconstruction. On n'est pas dans la même logique et ça fait très peur. Moi, je vous avoue, les gars, je suis assez choqué par il n'y a pas assez de vétérans. Alors, je sais, ça fait pas rêver, mais un vétéran meneur, parfois, tu le surpayes, oui, mais au moins, tu amènes de la cohérence. Il y en a très peu. Et effectivement, oui, c'est un des pires bancs de la NBA, un des moins cohérents, c'est sûr. On est sur l'année 3, si je dis pas de bêtises, de la reconstruction. Et finalement, on a l'impression que c'est encore pire que l'année 1, où finalement Zion il arrive dans un contexte où bah, tu récupères aussi tout le package venu de Los Angeles, et tu as encore la présence de joueurs comme Drew Holiday. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bah, je vous l'ai dit en début d'intervention, c'est dans les bureaux que ça s'est passé. Et finalement, il y a des choix qui ont été très très suspects qui ont été faits. Ok, tu conserves toujours ta base de pick de draft, mais finalement, tu as déjà balancé une de tes pièces en l'air en la personne de Jackson Hayes que tu as drafté loterie pour finalement te rendre compte peut-être que d'ici 2-3 ans, son avenir s'écrira très loin de la NBA. Et finalement, bah, t'as pas conservé Lonzo, qui semblait quand même être assez évident
dans la continuité, dans la reconstruction de ta franchise. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, du côté de Chicago et d'Adrien, ils sont bien contents de l'avoir. Voilà, mais comment se fait-il que tout ce potentiel, tous ces assets, même s'il en reste encore une bonne partie, a été en fait aussi mal utilisé. Et je pense qu'on est obligé quand même de l'aborder. Je me mets un peu dans ta peau, la Ben, mais quid de ce qu'on a vu en termes de rapport médical de Zion et de cette vidéo où il est en train de s'échauffer au bord du terrain. Le mec, il doit être situé entre 140 et 150 kilos. C'est incroyable. On a eu, quelques heures avant d'enregistrer, on a eu donc des propos de Willie Green qui explique que Zion reprend les entraînements à 5 sans opposition et qu'il sera réévalué dans 2 à 3 semaines. Pour vous donner un ordre d'idée, 2 à 3 semaines, ça nous situe quoi? Fin novembre, ils auront déjà joué une vingtaine de matchs. Et quand on regarde leur calendrier sur la vingtaine de matchs, ils prennent un road trip à l'ouest où ils jouent Suns, Kings, Warriors, Mavs, tout à l'extérieur. Je les vois pas, ils peuvent en accrocher un, mais pas deux. Leur calendrier est pas facile. Les seuls matchs vraiment abordables, c'est quoi? C'est peut-être du Thunder et non, parce que par exemple, jouer 2 fois les Wizards, c'est pas cadeau, vu ce que font les Wizards à l'heure actuelle. C'est une équipe qui pourrait se retrouver après 20 matchs et l'arrivée d'un Zion à quoi? À 4 victoires, 16 défaites, 5 victoires, 15 défaites. Et quand tu démarres avec ça, tu ne vas pas au play-in, c'est pas possible. Non. Et finalement, t'es déjà plus en phase en fait avec l'objectif que tu t'étais fixé, c'est-à-dire d'atteindre les playoffs pour convaincre Zion de rester. C'est déjà fini. Ta saison, elle est morte. Et on est obligé d'ouvrir le dossier, les gars. C'est un dossier dont on a assez parlé, le dossier Zion. Je vais te lancer là-dessus, Marianne. Je te pose même pas de questions. Qu'est-ce que tu en penses de la situation actuelle? On sait qu'il y a des camps qui se créent, peut-être même chez nous. On en a un peu parlé entre Zion qui a déjà exprimé son mécontentement par rapport à certains choix du front office et son incapacité à revenir sur le terrain. Rappelons qu'il a eu du mal à s'entraîner, qu'il n'a pas vraiment pu s'entraîner cette intersaison à cause d'une blessure au pied. Moi, je suis inquiet. Je cache pas mon inquiétude parce que Zion, enfin, on l'a vu la saison dernière, Zion sur un terrain, c'est impressionnant, mais il doit être sur le terrain. Et si ce qu'on croit voir sur les images est vrai, je suis désolé, ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible d'envisager un avenir sérieux en tant que joueur dominant au sein d'une franchise qui doit l'amener en play-off. Si t'es comme ça dans ton hygiène de vie, sachant qu'on avait déjà parlé à l'époque de la sensibilité physique de Zion et du fait que l'un des doutes qu'on avait avant son entrée en NBA, parce qu'on se souvient que même à la fac, on avait une énorme alerte sur une blessure qui était la faute à pas de chance, certes, mais ça nous avait alerté en disant attention, il est lourd quand même. Alors ok, il domine physiquement, ok, mais il en avait transpercé sa chaussure. Exactement, et ça avait inquiété beaucoup de personnes qui parlent de NBA parce que en fait, on a peur de ce type de joueurs qui sont trop lourds pour ce que peut supporter finalement leur partie basse du corps. Et moi, je le vois arriver comme ça à l'intersaison. Moi, je trouve ça scandaleux. Enfin, si c'est vrai, si c'est pas genre une James Harden où on a l'impression sur les images, mais finalement c'est pas trop ça. Moi, je suis très inquiet. Et surtout, si c'est vrai, qu'est-ce que Zion est en droit de demander au front office? Il y a un moment, ok, le front office a peut-être déconné, mais qu'est-ce que tu es en droit de demander alors que t'es pas en train de jouer et que tu fais pas non plus peut-être ce qu'il faut de ton côté pour être en aptitude de jouer? Moi, ça m'interroge aussi. Et si je suis au front office des Pélicans, enfin, ok, Zion c'est l'avenir, ok, Zion c'est le pick numéro 1, mais moi aussi je commence à transpirer à grosses gouttes parce que j'ai lié mon avenir à celui de Zion et je peux plus reculer maintenant, c'est fini. Tu as sacrifié aussi des joueurs pour Zion. Ouais, mais déjà. T'es vraiment, en fait, ils sont, moi j'aimerais pas être à la place du front office parce que c'est impossible de se sortir de ce guêpier. Tu vivras et tu mourras avec Zion. Soit Zion décide de partir et tu mourras avec, mais ça va être très difficile à se sortir de ce type de situation. Donc j'espère qu'il reviendra en forme pour eux. Puis il joue, je vais te donner la parole, Elias, mais on a des exemples de joueurs qui, sur les dernières années, sont revenus avec quelques kilos en trop. On peut penser à Luka Doncic, on peut penser à James Harden, Nikola Jokic. Ils jouaient en fait. Ils jouaient et ensuite ils sont revenus en forme. Et ce sont des joueurs qui, en plus, on peut penser au cas des 2 Européens, eux,
ils sont revenus quelques saisons après. Jokic cette année, il est parfaitement en forme. Il y a aucun doute. Alors que on a l'impression que c'est récurrent avec Zion. C'est récurrent et les images, croyez-moi que la vision, en tout cas la visibilité n'a pas été élargie. Hein. C'est le mec qui s'est pas habillé chez Petit Bateau. Hein. C'est des images qui sont malheureusement. Et tu sais, d'ailleurs, parce qu'à un moment on le voit d'ailleurs se tourner et repartir. Du coup, on est face à son dos et tu vois en fait il est trop large. Il est même dans sa démarche. On sait qu'il a une démarche un peu particulière. Mais finalement, moi, ce que je lui reproche, c'est le manque de cohérence entre ses exigences à lui et ce qu'il impose en fait comme exigence aux Pelicans. C'est-à-dire que même un joueur comme Anthony Davis, qui finalement, on a toujours pu dire à son sujet que les Pels n'avaient pas vraiment fait tout le nécessaire pour suffisamment bien l'entourer et lui donner l'envie de rester aux Pelicans, il a quand même fait 7 ans dans cette franchise, sans jamais demander, si ce n'est sur les 6 derniers mois, son trade. C'est-à-dire que de l'eau a quand même beaucoup coulé sous les ponts avant qu'on puisse en arriver là. Zion ne joue pas. Et c'est ça en fait l'élément qui est déterminant selon moi dans cette affaire, Ben, et tu l'as très bien souligné. Tous les autres dont tu as parlé qui ont pu avoir voilà des étés un petit peu arrosés à base de buffets à volonté et d'alcool à tout va, ils jouent tous. Ils jouent tous et c'est ça en fait la grosse différence. Aujourd'hui, Zion ne peut pas, selon moi, se permettre d'avoir quelconque exigence tant qu'il ne se sera pas imposé cette exigence à lui-même parce que finalement, joue, fais ce que tu as à faire sur le terrain, performe, essaye d'emmener cette équipe là où tu pourras l'emmener et après, tu t'assois autour de la table. Si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, on continue pas, mais au moins sois légitime dans ta demande. Totalement. Deux choses peut-être pour terminer. Alors on va voir à quel point cette blessure au pied peut-être lui fait du mal dans cette capacité à revenir, parce qu'il a quand même une sacrée blessure au pied. Et deuxième chose aussi, c'est la fin de sa 3e saison, c'est-à-dire qu'à l'été prochain, on peut négocier déjà le contrat. Et je reprends ce qu'a dit Madiane, je n'aimerais pas être à la place du front office des Pélicans parce que tu as une double pression. On sait que New Orleans, il y a quand même une tradition de perdre les superstars, etc. Donc ça risque d'être compliqué. Je vous avais pas prévenu les gars, mais c'est un petit peu la tradition. Dans ce genre d'épisode, on va noter notre niveau d'inquiétude de 0 à 10. Alors on va le noter par rapport à la capacité qu'aura l'équipe à atteindre son over-under, qui était donc à 39,5. J'imagine que là, on se situe sur un bon 9. Facile. Ouais, j'allais mettre 8, parce que je me dis, si ça se trouve, des joueurs qui sont encore frais dans la NBA peuvent se réveiller d'un seul coup et s'avérer être d'excellentes surprises, parce que faut quand même le considérer. Il y a peu de matchs. Il y a peu de matchs. Si ça se trouve, ces jeunes joueurs vont d'un seul coup apprendre très vite le métier et se mettre à jouer à l'endroit sur les séquences offensives qui font défaut. Ça va améliorer la défense automatiquement et l'équipe peut remettre à l'endroit. Mais ça me paraît improbable au vu de ce que je vois sur le terrain. Moi, je me situerais aux alentours de 7 avec en fait à peu près 30% accordé à quelque chose qui finalement ne culmine même peut-être même pas au niveau des 30%. C'est en fait ce que pourrait te proposer le marché en termes d'offres et de demandes, à voir ce qu'il pourrait faire avec les joueurs actuels, les pics de draft, peut-être tenter un gros move, un peu à l'image de ce qu'avaient pu faire par exemple les Bucks avec Giannis, notamment en allant chercher le coéquipier de Zion qui était Jrue Holiday, à voir si tu peux aller chercher quelque chose sur le marché, mais malheureusement, la tendance actuelle des décisions prises par le front office des Pelicans va dans le sens en fait de choix toujours absolument catastrophiques. Donc finalement, c'est un set, un set rougeâtre. Et c'est cher, en fait. Ce dont ils ont besoin est cher. C'est malheureusement ça le problème. C'est cher et en plus, il y avait Tom qui en avait un peu parlé parce que je vous l'ai dit, traumatisme Pelicans, on devait évacuer avec toutes les personnes. On a tous regardé, on s'est tous plaints. des Pelicans. Tu as beaucoup de jeunes joueurs qui ont un peu de la valeur spéculative, mais je peux vous dire que la valeur spéculative d'un paquet de joueurs de cet effectif est en train de s'écrouler. C'est-à-dire qu'un Jackson Hayes a plus du tout de valeur. Un Nickel Alexander-Walker qui shoot à 24% sur les jump shots de tête, un truc comme ça, perd une valeur incroyable. Donc il y a de ça aussi. Lewis. Kira Lewis. Enfin bref, il y a un paquet de joueurs où
c'est très inquiétant quand tu te demandes s'ils ont le niveau actuel pour être dans une rotation NBA quand ce sont des joueurs sur lesquels tu as investi. On a beaucoup parlé des Pelicans. On s'excuse parce que leurs fans doivent se dire, vous parlez de nous une fois tous les 36 mois et c'est pour dire ça. On vous donne de la force. On espère que Zion revienne parce que c'est un joueur ultra spectaculaire à voir jouer. On l'espère vraiment. On va enchaîner sur... On a parlé de l'équipe qui se classait dernière à l'ouest, on va parler de l'équipe qui se classe dernière à l'est. Là encore une fois, petite surprise, on va parler des Pacers de l'Indiana. Une victoire, 6 défaites, le bilan est le même. Le over-under de début de saison, on les annonçait du côté d'ESPN, 9e à l'est, avec un bilan de 43,5 victoires. On était un petit peu au-dessus des 50%. J'avais commencé avec Ilias pour les Pels, je vais commencer avec toi, Madiane. Allez, je vais révéler ce qu'on a dit avant de commencer. C'est le même bilan, on est beaucoup moins inquiet. Oui, je pensais qu'on serait pas d'accord, mais en fait, quand j'ai regardé cette équipe, j'ai regardé les Nets notamment, etc. Je me suis dit, bah tiens, c'est pas si mal en fait, c'est bizarre. Je regarde un peu les stats, je vois que dans le hustle et dans les stats de lutte, ils sont plutôt bons même, que le différentiel entre les pourcentages au tir que met leur attaque et le pourcentage au tir de leur adversaire est très faible. Donc moi je suis là et je me dis bah tiens, mais qu'est-ce qui cloche? J'ai trouvé ce qui clochait, c'est les pertes de balles, trop de pertes de balles évidemment, et du coup quand tu as 16,8 pertes de balles par match et que de ces pertes de balles découlent 22,4 points, c'est énorme, vraiment. D'encaisser 22,4 points sur tes pertes de balles, c'est cataclysmique. C'est là où finalement ils se perdent un peu. Ils ont aussi des problèmes au rebond où la sécurisation des rebonds défensifs est un peu compliquée et du coup ils prennent beaucoup de points sur les deuxièmes tentatives adverses. Donc ils offrent souvent des deuxièmes tentatives adverses et donc ils prennent des points. Mais quand je regarde le roster, quand je regarde comment ils jouent, quand je regarde qui est absent, bah ils méritent presque pas en fait. C'est-à-dire que ça joue pas si mal. Ils ont beaucoup d'absents. Finalement, ça se joue pas à grand chose. Ils sont pas en train de se faire écarteler par leur adversaire et ils sont inquiets. Ça joue, mais ça perd. Mais ça perd par une force des choses où ils donnent ce qu'ils ont et ils ont pas assez. Moi, du coup, j'arrive pas à être sévère contre cette équipe parce que je trouve qu'ils font ce qu'il faut dans le jeu, mais qu'ils ne gagnent pas. Je parlais de défaite en trompe-l'œil un peu pour les Pels. Eux aussi, je trouve que les leurs sont en trompe-l'œil. D'abord parce qu'ils jouent des meilleures équipes, j'estime, quand on regarde le début de saison. Et je vais un peu faire un parallèle avec ce que tu as pu dire, Elias, sur les Pels. Ils payent aussi un peu ce qu'ils ont créé. Les Pacers, on en parlait à l'occasion du trade de James Harden. C'est une équipe qui va gestion de bon père de famille. Voilà, ils ont le même propriétaire depuis 83. D'ailleurs, c'est le plus long en NBA. Enfin, il y a la gestion du bon père de famille. On a souvent dit que c'est une équipe qui va pas tenter des gros coups, mais qui va essayer de s'aligner sur des joueurs et qui parfois ont des problèmes de blessure. Et pour moi, là, on est en train de voir une des matérialisations de tout ça, et ça se voit en fait depuis 1 an et demi du côté des Pacers. On est tous d'accord, les gars, pour dire que idéalement, dans l'effectif actuel, le 5 ultime serait Levert, Brogdon, Warren, Turner, Sabonis. Oui. On est d'accord. Tout à fait. Ils ont joué combien de minutes ensemble, ces mecs-là? Pour moi, c'est 0. 0. Ils n'ont jamais joué ensemble, alors que Levert est quand même arrivé l'année dernière en début de saison. Quand on regarde le quatuor, parce que Warren est absent depuis plusieurs mois, le quatuor Levert, Sabonis, Turner, Brogdon, ils ont joué que 10 matchs ensemble, 210 minutes. Il y a un manque de continuité. J'ai un peu creusé au niveau en carrière. On regarde que Brogdon, c'est un mec qui rate un quart de ses matchs en carrière. Levert, un tiers. Warren, un quart. Ça fait beaucoup, il n'y a pas de cohérence et c'est ce qui paye actuellement. Est-ce que tu es d'accord, Elias? C'est ce qu'il y a peut-être Ouais, bah tu sais ce qu'il y a de marrant dans tout ça, c'est que il manque de ce sur quoi en fait ils ont misé depuis maintenant plusieurs saisons, c'est-à-dire la continuité. Et dès l'instant, moi par exemple, j'ai vu que très peu les Pacers, mais j'ai pu voir par exemple le match face aux Nets, et en fait c'est peut-être le constat le plus simple au monde à faire, c'est que dans le premier quart-temps, il ne domine pas les Nets, mais il les surdomine. Vraiment, tout est placé, tout est léché. Et on a en fait le même problème qu'avec les Pelicans, c'est-à-dire que déjà, eux, au-delà du fait d'avoir évidemment des joueurs NBA ready,
le fait de manquer de 2 voire 3 titulaires, bah forcément dès l'instant où tu fais rentrer ta seconde unit, tu te prends en fait 20 points dans le deuxième quart-temps et t'es complètement largué. Mais moi, ce que j'ai pu aussi constater, c'est je ne comprends pas en fait qu'avec les joueurs actuels, notamment avec la paire Sabonis-Turner, tu ne puisses pas plus sécuriser le rebond que ça. Parce que c'est pas normal, par exemple, que face à une équipe comme Brooklyn, tu sois en déficit. Moi, Ouais. honnêtement, enfin, et j'ai pu voir que c'était aussi le cas dans d'autres matchs. Autant, voilà, la défaite contre les Nets m'inquiète pas plus que de rigueur. Elle est, en tout cas, finalement assez logique, notamment en vue des absences. Mais par contre, celle d'après contre les Raptors, elle est beaucoup plus problématique. Oui. Parce que les Raptors, c'est jeune, en reconstruction, pas bon, ça manque de Siakam. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que je pense quand même qu'on est face à une équipe qui, voilà, a été déjà confrontée à un calendrier assez complexe, qui voit aussi pas mal de ses joueurs manquer à l'appel, mais je pense que dès l'instant où ils arriveront à les récupérer, ils vont quand même pouvoir beaucoup plus se stabiliser. Et honnêtement, je préfère avoir quand même la balle dans la main d'un gestionnaire comme Brogdon plutôt que dans celle de TJ McConnell. C'est vrai. Après, je trouve qu'on voit que ces Pacers, du coup, ils ont au moins le mérite d'être, ils sont vachement profonds en fait. Parce que tu te dis, perdre 3 titulaires et être crédible dans la plupart des matchs, encore une fois, hein, c'est pas la même crédibilité que celle des Pelicans, je trouve. Euh, c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, ça, le problème du rebond, il est assez récurrent. On sait que Turner est un bon défenseur, mais pas le meilleur des rebondeurs. Sabonis, j'ai même l'impression qu'il y a un peu le vent tourne, même du côté de la fanbase peut-être d'Indiana autour de son statut, on sait que le fit a jamais été évident, mais c'est une équipe que je trouve intéressante. Il y a même un Torrey Craig, c'est justement dans le match contre Brooklyn Ah oui. qui sort la tête de l'eau. Donc ils sont profonds. J'ai juste un bémol à dire par rapport à ce que tu as pu avancer, Ilias. Est-ce qu'ils seront un jour en bonne santé? Parce Le que ils problème, ont c'est quand le même rapport médical en fait de tous les joueurs que tu as cités, il est pas bon. ils ont que des joueurs. Quand on prend, alors ça paraît peu, mais quand tu as 5 joueurs qui ratent un quart du temps, mathématiquement, il y a quand même de fortes chances qu'ils soient jamais les 5 en même temps sur le terrain. T'en penses quoi, Manian? Oui, non, clairement, le bilan médical est inquiétant et finalement, c'est peut-être ce qu'on aurait pu leur reprocher sur le dossier Levert, c'est que moi, j'étais pas fan parce que je trouvais que c'était beaucoup trop un pari. Après, ils étaient aussi avec une main perdante, donc ils ont un peu tenté de se sortir et ils auraient pas pu deviner les conséquences finalement du trade parce qu'ils découvrent les gros problèmes de Levert finalement à ce moment-là. Donc bon, moi j'avoue que là-dessus, oui, ils seront pas forcément en bonne santé, mais ils auraient quand même pu prendre des matchs. C'est ça qui est dingue. Vous vous rendez compte Mhm. d'à quel point ils sont perdus. Ils perdent d'un point face aux Hornets. Ils perdent d'un point après prolongation face aux Wizards. Ils perdent de Mhm. 3 points face aux Raptors, de 7 points face aux... Enfin, ils perdent à chaque fois. C'est pas, ils prennent pas des éclats. Leur plus grosse défaite, ça doit être les Raptors. Ils perdent de 18 et ils perdent aussi de 10 contre Milwaukee, mais il n'y a pas à rougir. Vraiment. Il gagne quand même contre Miami, qui est peut-être l'équipe la plus en fusion en ce moment, quand même. Mais ils gagnent pareil après prolongation. Mhm. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est solide et qui a des fondamentaux de jeu. C'est comme ça qui tourmente les Nets à un moment, c'est que leurs fondamentaux étaient très solides face à une équipe dont on parlera sans doute après, n'était pas forcément très bien en place. Mais à un moment, il y a un moment aussi où ça manque de talent. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé par exemple leurs stats sur la contestation des tirs. Ils sont au top du top. Ils contestent bien les tirs. Et ça m'a rendu fou quand j'ai vu ça. C'est-à-dire que les tirs, il y a très peu en fait par rapport aux autres équipes de NBA. Il y a très peu de tirs ouverts. Ils les contestent beaucoup en fait les tirs adverses. Mais en Ils sont fait, bien coachés. mais en fait, Ils sont bien coachés, ouais. Mais mais en fait, il y a quand les juste mecs aussi, sont meilleurs en face, ils mettent le tir. Mhm. c'est ça. Et déjà, on va dire que le fait d'avoir perdu quasiment à chaque fois sur le fil, ça s'explique aussi par le fait qu'ils n'ont pas de closer. En fait, Mm. habituellement, le joueur qui a tendance à finir les matchs pour eux, c'est Brogdon.
C'est pas un supra All-Star, c'est pas un des 30 meilleurs joueurs de la NBA, mais c'est quelqu'un qui est capable de t'assurer une certaine qualité de tir et de prise de décision dans les fins de match. Autre chose, moi, ce qui me rassure concernant l'avenir des Pacers, ou en tout cas l'avenir proche, c'est-à-dire celui de cette saison, c'est qu'ils sont coachés par Carlisle et que on peut le voir déjà rien que dans le nombre de tirs pris dans certains matchs par TJ McConnell, c'est que Carlisle, lui, c'est quelqu'un qui, quand il arrive dans une équipe, il aime bien, en fait, donner vraiment les pleins pouvoirs à son meneur. Il l'avait fait dans ses débuts à Détroit avec Chauncey Billups, il l'a fait également lors de son passage aux Pacers avec un joueur comme Jamal Tinsley qui quasiment initiait toutes les attaques des Pacers. Puis après, évidemment, on a connu la période avec Luka où c'était l'héliocentrisme plus. Et donc là, je pense que clairement, il lui manque ce joueur pour mettre en place sa philosophie de jeu, parce que il n'y a rien de galvaudé en fait de dire qu'il y a une philosophie Carlisle, parce que c'est clairement un des coachs qui est le plus impactant sur, en tout cas, l'identité et le style de jeu à pouvoir donner à une équipe. Et pour l'instant, malheureusement, il n'a pas les joueurs pour, et c'est ce qui me fait dire que, on va dire qu'on est sur un niveau d'inquiétude assez moyen concernant les Pacers, parce que si par miracle ils arrivent à récupérer tous leurs joueurs, ajouter à cette équation un joueur qui semble déjà prêt en la personne de Chris Duarte, là, ça peut commencer à devenir intéressant, parce que j'ai l'impression que le joueur est prêt et qu'il n'a pas froid aux yeux, quoi. Des fois, il se fout un peu des systèmes, et c'est lui qui, en fait, demande limite des isolations, il demande à tout le monde de se pousser, et il va initier une attaque, quoi. Quand tu penses que c'est un rookie qui a le deuxième en termes de minutes totales, il est deuxième de l'équipe derrière Sabonis, alors que c'est un rookie. Et effectivement, pour un peu continuer sur le dossier Carlisle, on sait que Carlisle aussi, du côté de Dallas, a beaucoup joué de 5 avec trois arrières, 3 meneurs quasiment. Là, c'est quelque chose qu'il pourrait tenter de mettre en place, sauf qu'il a plus le matériel en fait. Enfin, Jeremy Lamb, on sait que depuis son retour de blessure, c'est plus ça. Donc en fait, il n'a pas le matériel pour jouer avec ces 3 petits qu'il aura peut-être si, d'aventure, tous les joueurs de la base arrière reviennent en bonne santé. Bémol quand même, les gars. Donc on est assez, on va dire qu'on essaye de rassurer les fans des Pacers. On a parlé d'un début de saison difficile. Les matchs après, c'est très très compliqué. Ils jouent donc les Spurs. Bon, vous allez me dire, ça va. Les Knicks, déjà, plus compliqué. Ils se prennent un road trip de 4 matchs où ils prennent Blazers, Kings, et en back-to-back, Nuggets, Jazz. Ils enchaînent avec 76, ils prennent Philly. Ensuite, ils vont road trip de 3 matchs. Ils restent à l'Est. Knicks, Pistons plus abordable, Hornets. Ils finissent par nos amis des Pélicans, Bulls, Lakers. C'est très compliqué ce qui leur attend. Enfin, là, honnêtement, ils peuvent arriver à 5-15, ça serait pas étonnant. Ouais. Mais même le match face à San Antonio, il est tout sauf oui, non, gagné. C'est pas. En fait, ils sont capables. Enfin, malheureusement, les Spurs, on en parlera sans doute un moment dans cette saison, ils sont capables de prendre des matchs en fait sur juste la solidité de ce qu'ils proposent malgré la faiblesse de l'effectif. Moi, ça, c'est ce qui m'inquiète énormément, et c'est ce que je disais, c'est que malheureusement dans la course au play-in à l'est, mine de rien, les Bulls sont partis canon, les Knicks sont partis canon. Attention, parce qu'en fait, ça joue souvent, c'est très serré en fait dans les rankings à l'est au niveau de ces places de play-in, et à mes yeux, malheureusement, je pense que ils sont quand même proches de se flinguer, et que si ce road trip se passe pas bien, s'ils arrivent à 5-15 en sortie, aller rattraper ça, il va falloir faire une grosse série, et c'est pas l'effectif qui est capable d'une grosse série. Pour moi, les Pacers, c'est justement le type d'effectif qui va te prendre les bons matchs à droite, à gauche, comme ils font, comme fait New York en fait. New York prend les matchs qu'ils doivent prendre. Ils sont pas flamboyants, ils sont pas incroyables, mais ils prennent les matchs qu'ils doivent prendre. Et malheureusement, c'est plutôt le genre de profil qu'a Indiana. C'est pas une équipe qui va faire une série de 10 matchs où ils vont aller taper successivement le Jazz et ils vont aller à droite à gauche, ils vont taper des grosses équipes. C'est plutôt une équipe qui va plutôt en prendre 6 et en perdre 4. Et malheureusement, du coup, ce genre de gros décalage sur ta saison, déjà en termes d'ambiance, c'est difficile. Et en plus, pour aller rattraper ça, ça va être extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'à mes yeux, le play-in serait une très belle victoire déjà pour cet effectif. Sachant que si on regarde le play-in, si on fait un petit peu, si on cartographie l'Est, Cavs, Magic, Pistons sont en dehors, et on peut mettre les Raptors qui peut-être galèrent un peu, mais sont à peu près là.
ça te laisse, il va y avoir 2-3 équipes qui vont être laissées sur le carreau. Donc, attention quand même à veiller du côté des Pacers. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop inquiet sur le niveau de l'effectif, mais c'est peut-être le calendrier et les objectifs de pré-saison qui ne seront pas rencontrés, quoi. Ouais, c'est le retard accumulé. T'es à 1-6. C'est déjà 5 matchs de décalage par rapport à l'espèce de ligne des 50% qui permettrait de sécuriser ce spot. Et donc, dès lors que tu es en retard, qu'en plus, typiquement, une équipe qu'on n'attendait pas forcément, comme les Hornets, en fait, les Hornets prennent une avance. C'est toujours. C'est vrai qu'ils ont déjà, au moment où on enregistre, ils ont 4 de retard sur les Hornets. Ils en ont 4,5 sur les Bulls, 4,5 sur les Wizards, 4,5 sur les Knicks. C'est beaucoup. On a démarré depuis genre 2 semaines et demie. Et on est dans une conférence qui s'est toujours joué à 1 ou 2 matchs. En avoir autant de retard à l'allumage, pour moi, ça rend les choses très compliquées. Pour moi, il faut vraiment qu'ils espèrent. Vraiment, le pire, c'est qu'ils perdent vraiment de rien, mais il faut vraiment qu'ils sortent de ce road trip avec pas trop de dégâts et un bilan où ils sont peut-être à un différentiel de -3 maximum, -4. Mais si tu sors de là et que les autres ont déjà mis 6 ou 7 matchs, va falloir cravacher pour aller les récupérer. Et pour moi, c'est mort. Et il y a typiquement, là dans le piège, typiquement un match face aux Knicks, les Knicks dans cet état-là, tu le perds. Enfin, tu te prends un -2 face aux Knicks. Si déjà tu gagnes pas contre les autres équipes, si contre tes adversaires directs tu réussis pas à les prendre, c'est quasiment déjà mort. Ça t'invite en fait ton plafond avec un effectif comme celui des Pacers, c'est encore plus en fait quand tu accumules des blessés, parce que finalement, quand on regarde en fait même pas le haut de l'Est ni son milieu, mais plutôt son bas, je dirais même son bas fond, là où on est situé nous à Détroit, finalement en l'état actuel, qui tu peux battre en dehors du Magic et des Pistons, face auxquels peut-être même que tu vas galérer. Même les Cavs, ils sont pas bons. Mais les Cavs sont meilleurs, tout simplement aussi parce qu'ils proposent de meilleurs joueurs actuellement. Donc en fait, on va dire qu'on n'est pas inquiet parce alors contrairement aux Pelicans, on sait qu'il y a de bons joueurs, mais on est plus inquiet sur la capacité à venir et sur les objectifs de pré-saison. Les objectifs de pré-saison pour cette équipe-là, la troisième qu'on va aborder, il y en avait beaucoup. C'était énorme. On va parler des Nets. Alors, on va nous dire, oui, mais je sais pas, par exemple, les Celtics sont à 2-4. On va nous dire, les Bucks sont à 3-4. Oui, mais les Nets sont à 4-3, mais il y a peut-être des choses qu'il faut creuser parce qu'il y a peut-être des problèmes qui sont apparus avec cette équipe qu'on n'avait pas anticipé. Je vais te lancer là-dessus, Elias, parce que c'est un peu comme ça que tu nous l'as présenté quand on faisait, avant d'enregistrer, on faisait encore notre recette à quelle équipe on va prioriser, sachant qu'on devait parler des Pelicans et des Pacers. Pourquoi ça te semblait important de parler des Nets ? Ça me semble important tout simplement parce que moi je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être été trop influencé par leur dernier playoff. Un peu à l'image en fait des Clippers et finalement les Clippers actuels sont un peu les Clippers qui ont fini la saison. C'est deux équipes donc avec deux superstars identifiés, donc Kawhi, Paul George d'un côté et KD et Harden de l'autre. On met l'équation Kyrie un petit peu de côté. Et finalement, je m'aperçois que la grande majorité des role-players qui avaient vraiment fait leur travail pendant les playoffs, finalement, se contenter de l'échantillon qui nous a été proposé pendant ces playoffs était en fait pas le bon pour pouvoir véritablement juger cette équipe des Nets. Et finalement, KD est incroyablement fort. On pourra peut-être aborder aussi le cas Harden qui a des petits soucis qu'on pourrait considérer de fourchette et d'arbitrage. Et par contre, moi, je suis plutôt déçu par le rendement de ce qui les entoure, en dehors peut-être de Patty Mills qui est venu apporter ce qui sait faire finalement le mieux, c'est-à-dire shooter et amener peut-être un petit surplus d'expérience. Mais finalement, voilà, moi, des joueurs comme voilà ce trio d'anciennes gloires que peuvent être Blake Griffin, LaMarcus Aldridge et Paul Millsap, honnêtement, j'ai justement du mal à les revoir avec un an de plus à chacun dans un contexte de play-off où tu vas justement devoir encore un petit peu élever ton niveau de jeu en termes d'intensité. Mais après,
Évidemment, enfin, j'ai déjà été surpris l'année dernière du rendement de ces joueurs-là. Il est absolument pas impossible que finalement ils s'économisent et qu'ils me refassent une campagne de playoff similaire. Mais finalement, moi je trouve, encore plus avec l'absence de Kyrie, je trouve pas cet effectif des Nets qu'on considérait comme profond, aussi profond que ça en fait. On s'est peut-être trompé. On considérait, ça peut s'entendre même dans nos previews, hein, on considérait un peu la saison régulière comme quelque chose d'acquis. Pour les Nets, voilà, ils vont finir 1, 2, au pire 3. Et ensuite, on va les juger sur les 16 matchs. Et là, on se rend compte effectivement que c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça rejoint aussi ce qu'on a pu dire sur les Pels et un peu moins sur les Pacers. Les choses qui sont importantes en saison régulière, ils ont du mal à les faire. C'est l'équipe qui se situe dernière en termes de points seconde chance. Ils ont très peu de seconde chance. Au rebond, ils souffrent. En fait, ce tout pour l'attaque, ou en tout cas ce basculement clair pour l'attaque, il profite vraiment quand tu as une attaque ultra dominante et quand tu assures certains minima défensifs. Défensivement, ils sont en difficulté en attaque, ce qui est un peu choquant. Le début de saison de James Harden, qui est un petit peu en délicatesse, qui revient petit à petit. Il a scoré un triple-double récemment, mais les stats sont assez trompeuses quand on voit Harden avec KD sur le terrain. C'est pas dominant comme on a pu le voir l'année dernière. C'est un peu plus en difficulté et comme défensivement, c'est porte ouverte. Enfin, défensivement, c'est extrêmement compliqué dans des matchs que j'ai pu voir. T'es très vite, très très limite. T'en penses quoi, toi, Madiane? Ouais, moi je trouve notamment sur les contestations de tir, ils sont pas là où ils devraient être, en tout cas, en plus. Donc défensivement, c'est moyen, même moyen moins. Et voilà, sur des stats un peu clés de lutte, d'aller chercher les points pour les secondes chances, etc., ils y sont pas. Et en fait, ils jouent comme s'ils avaient une marge, mais qu'ils n'ont pas forcément, notamment en raison de l'absence d'un joueur clé. Et clairement, je trouve que ça leur fait défaut. On s'est aussi, je trouve, un peu trop emballé effectivement sur leur rotation. Moi, je trouve que finalement, c'est que là, Marcus Aldridge apporte autant. Ça m'inquiète énormément en fait de voir la Marcus Aldridge être là, mais vraiment bien présent dans cet effectif. Je m'attendais pas à ça. Pareil, le fait que que Griffin il start les matchs même s'il joue une vingtaine de minutes. Oui, c'est bien, mais au final, c'est pas là où tu vas avoir l'impact, le sale travail qui sera fait par ce joueur. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup avec Alan, c'est notre ami Nick Claxton. C'est un peu tendre. On voit des flashs, on voit des moves, mais c'est tendre pour en fait faire le sale boulot des autres. Je trouve que du coup ça manque un peu de ça, de vraiment de mecs qui sont prêts à se mouiller pour faire le petit sale boulot que ne va évidemment pas faire un Kevin Durant ou un James Harden parce que c'est pas leur rôle. Et du coup ça solidifierait leur collectif d'avoir des joueurs prêts à se sacrifier, ce qu'ils n'ont pas en fait. Ils ont des espèces d'essais et on voit ça sur leur banc, c'est-à-dire que leur banc tourne finalement du côté offensif. Mais c'est au niveau de leurs 5 majeurs où ça souffre énormément. Et je vous laisse ma petite surprise. Quel est leur net rating sur tous les quatrièmes cartons? T'as isolé que les quatrièmes quarts? Que les quatrièmes cartons. C'est un chiffre ou un classement NBA? Non, donnez-moi le chiffre du net rating. Je dirais, alors si tu me l'as donné, c'est que ça doit être dans le négatif, je dirais -9. Il est à -15,1. Ouais, c'est compliqué. Vous vous rendez compte, on parle des Brooklyn Nets, c'est-à-dire que le quatrième quart-temps, le moment où tes starters reviennent pour finir le match, c'est là où en fait, comme tu as un défaut de lutte, un défaut de travail, un défaut justement de toutes ces petites choses qui va fluidifier en fait ton collectif basket, en fait, c'est des choses dont tu as besoin en fait dans ces quatrièmes cartons parce que c'est quand tu vas te battre au rebond pour aller récupérer la dernière possession, parce que la possession est importante parce qu'on arrive en fin de match et il faut finir le travail. Quand tu dois faire le petit repli supplémentaire pour aller couper la contre-attaque, et c'est là où je trouve qu'il manque énormément. Et donc, je trouve que ça reflète bien leur difficulté cette affaire-là, c'est-à-dire que quand il faut être un peu plus à la bagarre pour aller finir le match,
en fait, l'équipe en face est plus agressive qu'eux. Et finalement, malgré le fait que pour moi, ils ont les meilleurs joueurs, clairement, enfin, quand tu as Kevin Durant et James Harden, t'es pas censé être en difficulté sur tes fins de match, tu es censé être sécurisé sur la façon dont va tourner ton attaque à ce moment-là. Non, en fait, c'est là où l'équipe a beaucoup de mal. Et je trouve que c'est très représentatif, cette stat de ces problèmes. pas un peu largement symbolisé d'ailleurs par la défaite à domicile face à Miami. Est-ce que c'est pas aussi le symbole, parce qu'ils n'ont pas eu, tous leurs matchs n'ont pas été serrés, paradoxalement, est-ce que c'est pas aussi le symbole du banc aussi, ces quatrième cartons compliqués, du banc qui n'est pas assez bon? Le net rating du banc est plutôt bon, le net rating du banc est à 2,3, c'est le net rating des starters qui est mauvais, c'est ça qui est très surprenant. Alors là où je me méfierais du net rating pour le banc et les starters, c'est la manière dont il est calculé au début de saison. Il peut être un peu trompeur sur le moment où il considère que le banc joue. L'échantillon est malheureusement faible, mais, tu as raison. Mais ce qui m'inquiète en fait, c'est aussi que même des role-players qui sont peut-être pas dans bien sûr que Paul Millsap, c'est plus le Paul Millsap des Hawks et qu'on lui demande peut-être de faire des choses qu'il est plus censé faire. Par exemple, un Joe Harris, qu'est-ce qui s'est passé avec Joe Harris depuis le début, la deuxième série des playoffs de l'année dernière? C'est un joueur qui shoot beaucoup moins bien et en fait, il y a peut-être un manque de rythme. Alors peut-être que c'est une équipe qui a conscience qu'elle jouera sa saison en avril, mai, juin et qui du coup s'économise sur le début. Mais c'est vrai qu'on voit des faiblesses et moi, ça me fait surtout penser au fait qu'on va peut-être demander à un KD et à un James Harden de s'employer beaucoup plus sur un début de saison. Alors que selon nous, au début, il y a quelques semaines, on se disait, bon, c'est une équipe qui va être capable de terminer des matchs fin de troisième quart-temps et qui pourra faire jouer KD certains soirs 25-30 minutes. KD, il a 34 minutes de moyenne. C'est beaucoup tiré sur la corde. Ouais, et tu peux pas être aussi calculateur que tu le souhaiterais, tout simplement parce que finalement, on n'est plus en période de bulle ou en sortie de Covid. Finalement, l'avantage du terrain, c'est quelque chose qui va compter. Donc, il va falloir gagner les matchs. Il va falloir faire en sorte, comme tu le disais, voilà, peut-être que des joueurs comme KD et Harden vont devoir un peu plus aller au charbon. Notamment Harden, parce que je trouve KD plutôt digne dans ses performances. Et au-delà de l'attaque, on sait que c'est devenu maintenant un joueur tout à fait plus que correct en défense. Mais moi, ce qui va me déranger, vous avez mentionné Claxton. Si vous l'avez mentionné, c'est justement à cause du côté un peu trop undersize des intérieurs des Nets. Qui va dans cette équipe pouvoir protéger le cercle? Et justement, Deron Sharp. Non, mais justement, je trouve que ils ont un gros problème, c'est-à-dire que Blake Griffin, je l'avais trouvé très dans le hustle, je le trouvais très actif sur le terrain l'an dernier. Je ne retrouve pas ce Blake Griffin là en ce début de saison et ça m'a beaucoup interrogé en regardant cette équipe. C'est-à-dire que vraiment, Blake Griffin, je l'ai vu l'an dernier se jeter sur des ballons, faire des petites choses sur le terrain qui étaient utiles au collectif. Et là, je le vois vraiment moins bon. C'est-à-dire que moi, j'étais scandalisé, moi, par son niveau de forme des playoffs, j'étais scandalisé parce qu'il était en sortie de buyout à Détroit. Mais moi, c'est très juste ce que dit Madiane, mais vous vous rendez compte, en fait, de l'état physique dans lequel était Blake Griffin. Le mec ne se faisait pas enfoncer par Giannis et limite sur certaines actions, montait sur lui. C'est fou quand même. Ouais, mais là, il y est pas, hein. On voit surtout que c'est une équipe de vétérans, en fait, je pense, les gars. C'est-à-dire que ce genre d'effort très localisé sur quelques matchs, quelques séries de playoffs, tu peux pas le faire sur 82. Enfin, ils ont plus les joueurs capables sur 82 matchs de faire ça. Et c'est là où est la difficulté. Après, je tiendrais à nuancer. Ils jouent quand même des grosses équipes. Hein. Ils prennent les Bucks qui reçoivent leur bague et tout. Ils prennent les Sixers. Alors, les Sixers, il y a les grandes difficultés, mais ils ont juste joué à l'Embiid et c'est un des pires match-ups possibles vu ce qu'on a décrit à l'heure actuelle. Ils prennent les Hornets qui sont en feu, les Wizards qui sont bons aussi, le Heat qui marche sur l'eau. Bon, ils prennent les Hornets, les Hornets, tu sais, le quatrième quart-temps, ils se font ruiner sur pick and roll par Ish Smith. Déjà, j'ai pas compris pourquoi la Melo Ball ne jouait pas, mais visiblement en fait c'était un choix tactique et ça s'est avéré même pas payant. Enfin moi j'étais assez étonné devant mon écran. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Ils arrivaient pas à contenir Ish Smith. Tu pouvais mettre des joueurs un petit peu plus véloces, forts en canne sur leurs appuis comme Bruce Brown. Ils arrivaient pas à le tenir. Ce bon vieux Ish Smith, le backup meneur ultime. Le backup meneur ultime à l'Est.
C'est ça qui est à l'est. à l'est. À l'est. Avec les changements de direction les plus dévastateurs de la ligue. Mais ouais, c'est peut-être ils ont moins de marge. Alors on a écarté le sujet, mais là encore se pose la question de Kyrie, c'est-à-dire que si Kyrie est là, l'équation est totalement différente. Oui. C'est-à-dire que là, on serait encore une fois tout pour l'attaque. Je fais un coucou à Alan reste traumatisé de la série où il a pris les 3 sur la carafe. Quand les 3 sont là, c'est un problématique, mais encore une fois, un peu à l'image des Pacers, hein, on a eu très peu d'occurrences des 3 pour l'instant. Parce qu'il y a eu des blessures, etc. Mais les 3, c'est désolé, hein, mais pour le peu qu'on en a vu, c'est imbattable. C'est un canon à placement en pleine figure et tu ne peux rien faire. Donc... Mais vous constaterez aussi quelque chose, les gars, c'est que la plupart des défaites des Nets sont un petit peu aussi impactées en termes de productivité et de points. On va dire par l'absence des lancers francs que normalement obtient James Harden. Parce que finalement, les 2 derniers matchs, voilà, les 2 derniers matchs contre les Pacers et contre les Pistons, il en obtient 19 et je ne sais combien. Finalement, ça revient un petit peu à la normale avec un peu plus d'agressivité. Mais moi, je suis en train de me poser une vraie question. À quel niveau, si en tout cas cette politique, cette nouvelle entrée en vigueur de l'arbitrage concernant certaines fautes qui sont sifflées et accordées à des joueurs qui s'en plaignent justement, comme Harden, comme Trae Young, comme Damian Lillard, on voit que tous ces joueurs sont impactés dans leur début de saison, notamment sur l'aspect offensif. À quel point ça va pouvoir impacter aussi l'avenir des Nets, notamment en play-off, où non seulement le jeu est plus rugueux, mais qu'en plus la tendance au coup de sifflet est beaucoup plus moindre. Je me demande si, on est sur des joueurs, là les 3 joueurs que tu as cités, ils sont tous dans notre DH20, je pense qu'ils sont trop forts pour pas trouver une adaptation d'ici là. Mais effectivement, à savoir si du coup le delta entre saison régulière et play-off va pas se réduire parce qu'on est plus dur en saison régulière. Parce que là, si on est plus dur, si encore une fois on siffle encore moins qu'on le fait actuellement en play-off, moi, philosophiquement, ça va me poser un problème, c'est-à-dire que quand même, ça va faire un changement énorme par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant. En tout cas, sur le faible échantillon qu'on a eu, du coup, il est là, c'est un faible échantillon, on est sur 7 matchs. On est à 5,3 lancés par match tentés. C'est un carton aux Rockets pour lui. Les 2 saisons pires que ça, pour lui, c'est 2009-2010 et 2010-2011. Il y a une décennie d'écart. C'est ouf. Si cette tendance lourde se confirme sur toute la saison, ça reste quand même, à mes yeux, très changeant. C'est-à-dire, c'est comme s'il obtient autant de lancers que ses saisons rookie et sophomore. C'est incroyable. Après, il teste. Je vois Trae Young, je vois Harden, ils testent. En ce moment, ils sont en phase de test. Ces mecs-là se disent, on va jouer les playoffs, nous, quoi qu'il arrive. Ils testent beaucoup ce qui passe pas. Ça a été mis sur Twitter par certains analystes américains. Tu vois qu'ils tentent certains moves qui étaient sifflés auparavant et ils s'adaptent. Ok, ça c'est sifflé, ça c'est pas sifflé. Ce joueur est beaucoup trop fort pour, au mois de mars, pas avoir retrouvé la clé. Enfin... Alors, moi, en tout cas, je sais pas pour vous, mais il y a quand même un côté qui, en tout cas visuellement, semble un petit peu plus agréable, parce que faut quand même comprendre que la NBA, même si, enfin, elle aime que ses acteurs principaux écrivent le script à coup de stats folles et de performances historiques, mais pas non plus au détriment du spectacle proposé à ses spectateurs. Dans ce changement de règle, en fait, il y a la volonté, selon moi, d'écourter les matchs, qui pour certains étaient limite devenus des caricatures avec des rencontres à rallonge qui pouvaient aller à 2h45 ou 3h cumulées. Après, je comprends en fait qu'il y ait une plus grande permissivité aux attaquants, mais ces derniers temps, ça devenait vraiment ridicule en fait. Et James Harden, c'est un joueur limite qui arrivait à obtenir des fautes en accrochant le bras de son défenseur adverse. On l'a même vu en fait récupérer des fautes face à un John Hart qui avait les mains dans le dos. Donc, enfin, je pense que voilà, l'idée c'est un peu de mettre fin à tout ça. Oui, et je trouve que du coup, il y a eu aussi une prise de conscience qui est aussi passé chez les joueurs et chez les observateurs NBA outre-Atlantique, notamment avec les débuts FIBA de Team USA où ils jouaient des matchs amicaux. Ah ouais. Et c'était terrible à regarder affreux. parce qu'ils se retournaient vers les arbitres
qui les regardait en mode Dame. mais qu'est-ce que tu fais gros, relève-toi. C'était gênant, hein. C'était gênant les C'était- JO, Ouais, hein, c'était franchement. vraiment Non mais gênant. heureusement ils se sont adaptés et heureusement au final parce que en vrai je pense que ils auraient pu dans un groupe plus relevé se faire très vite sanctionner. Ils ont fini par trouver la clé offensive etc. Mais comme ils jouaient encore à la NBA, à la sauce NBA au début, ils se sont fait surprendre en fait, que ce soit un match amicaux et d'entrée de jeu face à la France où ils perdent. Tu t'es pas censé perdre. Là, l'équipe de France était très forte, mais t'es jamais censé perdre avec cet effectif-là. Faut pas déconner. Et donc, je pense qu'aussi côté outre-Atlantique, moi je m'étais dit, il y avait deux issues à tout ça. C'était soit imaginons qu'ils perdent, enfin qu'ils ne gagnaient pas ces JO. Moi, à mes yeux, il y avait moyen qu'ils remballent tout et qu'ils disent circuler, il n'y a plus rien à voir, on fait notre NBA dans notre coin et on s'en fout de ces tocards en FIBA. Ou bien ils changeaient un peu parce qu'ils se rendaient compte qu'ils allaient trop loin. Ils ont gagné et finalement ils ont quand même finalement un peu plus changé les règles et je pense que c'est pour le mieux. Mais j'aime en tout cas ce que tu disais, Ben, c'est-à-dire que tu as parlé en fait de la tendance à trouver des solutions. Et moi, véritablement, là, ça me plaît. C'est-à-dire que là, ça m'intéresse. C'est-à-dire que la NBA a un peu ouvert en fait son labo et en fait est en train de t'administrer voilà son un espèce de virus anti star et anti coup de sifflet un peu foireux. Bah moi j'aime l'idée que des joueurs comme Trae Young, comme Dame Lillard, comme James Harden et d'autres aillent puiser un peu plus dans leur talent et dans leur panoplie offensive pour trouver des solutions plutôt que d'aller en fait uniquement se fier aux failles du système qui leur était proposé jusque-là. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un angle en tout cas d'analyse qui est très intéressant et j'espère vraiment pour nos yeux, pour peut-être aussi notre temps de sommeil, qu'on puisse face à des matchs un petit peu plus courts, plus agréables. Et d'ailleurs, enfin vous l'avez vu, Draymond Green, je pense que il parle un peu au nom de beaucoup de gens, notamment concernant les fans, parce que Draymond Green, aussi voilà fantasque qu'il puisse être, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup de jeux, qui regarde beaucoup de matchs et qui aime voilà le sport pour lequel il travaille. Et en fait, il le dit lui-même, c'est juste en fait plus agréable à regarder. C'est pas juste lui de son côté en tant que défenseur rugueux, c'est super, je vais pouvoir mettre des mandales à tous les attaquants. Non, c'est-à-dire que lui, il se place en tant qu'observateur et ce qu'il voit depuis le début de l'année, c'est quand même quelque chose d'autrement plus agréable. Après, à voir aussi, il y avait tout ce débat aussi par rapport à ces joueurs-là. Est-ce que c'est pas une compétence? Est-ce que c'est pas une qualité aussi d'avoir cette capacité à récupérer les fautes, à voir s'ils sauront s'adapter? Et là, ça sera vu comme une vraie capacité. J'aimerais bien concrètement séparer une faute qui... Alors, il y a des débats d'interprétation sur les fautes purement offensives, disons sur le drive. Celle dont je suis vraiment très heureux qu'elle disparaisse, c'est la faute à la Chris Paul où tu prends le ballon, tu te mets devant un mec, le mec court, il te rentre Pas de dedans. Beverley. Pas de Beverley. Celle-ci, merci. Celle-ci, vraiment, merci, parce que celle-ci, elle était vraiment inadmissible. Pour conclure, du coup, le chapitre Nets, les gars, niveau d'inquiétude, si je retourne sur mes fameux over-under d'ESPN, ils étaient annoncés à 56 victoires. 56,5, proche des 60. Sachant que Kyrie, c'est toujours dans l'air. Hein. Il a Ce chiffre comprenait Kyrie ou pas? Ce chiffre comprenait Kyrie, je pense. Parce que Kyrie qui a posté une photo de Morpheus sur Instagram aujourd'hui. Moi, je les vois. Je dirais que le niveau d'inquiétude, il est à 4. Je pense peut-être pas ils vont arriver à 56, mais j'espère qu'ils vont trouver des solutions pour la suite. Ouais, 4 ou 5. C'est ce que j'allais me dire. C'est inquiétant sans l'être. Je pense quand même qu'ils arriveront à prendre plus facilement des matchs avec le rythme, le collectif qui se met en place, etc. Donc moi je suis pas rudement inquiet et j'espère quand même qu'à un moment dans cette saison, le cas Kyrie se dénouera parce que imaginez s'il ne revient jamais cette saison, ce serait incroyable. Ouais. Alors moi, me concernant, mon niveau d'inquiétude actuel, il se situe au niveau de la finale de conférence, ce qui est plutôt pas mal pour une équipe voilà privée de sa troisième tête. Et dès l'instant où il serait potentiellement amené à le récupérer, champion NBA quoi. C'est dire si je suis inquiet. Ok. Je pense qu'on se dit encore qu'ils ont une capacité. On a beaucoup parlé des Griffins, etc. Je pense qu'on se dit aussi inconsciemment,
Ils nous ont déjà fait le coup, ils peuvent se mobiliser sur 16 matchs et faire quelque chose à voir. Très bien. Et bien du coup, on a parlé de ces 3 équipes. Si, selon vous, si on a tort sur une de ces équipes-là, ça serait laquelle? On a été rassurant sur les Nets, très négatif sur les Pelicans, neutre sur les Pacers. Il y a forcément une où on va se tromper. Hein. Oh, les Pacers vont se remettre selon moi, parce que pour moi c'est qu'une question de joueurs absents. Après voilà, à moins que ce soit la catastrophe et que finalement les blessures soient vraiment à rallonge dès l'instant où ils vont récupérer des matchs. C'est une équipe qui est par exemple en termes de plancher que je pourrais facilement mettre au niveau des Knicks qui gagnent des matchs. Donc voilà, ça va dépendre évidemment de leur roster et de ce que Carlisle aura sous la main pour pouvoir diffuser. Très bien. Moi, je pense que le risque, on n'a pas pris de risque sur les Nets ou les Pacers. Finalement, on a été soit rassurant, soit on a expliqué leurs difficultés actuelles. Là, on pourrait vraiment se planter, c'est si les Pels se réveillent sur les prochains matchs. J'en doute fort, mais je pense que là, on pourrait prendre une sacrée claque si ça arrivait, parce que là, vraiment, on les a un peu mis la tête sous l'eau. Un peu enterré, ouais. C'est la vérité. Très bien. Eh bien, du coup, c'était cool. Enfin, non, pas forcément peut-être pour les fans des Pelicans, mais en tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode. On vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur Twitter, les plateformes où vous écoutez le podcast. On va arrêter de regarder les Pelicans, première chose. Oui. Et ensuite, on va profiter du reste des matchs NBA. Faites-en de même. On se retrouve très vite à la semaine prochaine. Salut. Tchuss. Ciao.